Alors, nous allons commencer par les fonctions. On va voir comment créer des fonctions. C'est très pratique quand nous allons vouloir utiliser certains trucs qui ne sont pas classiquement de base. On ne peut pas les avoir depuis R, c'est-à-dire dans les fonctions de base de R. Et il n'y a pas aussi des packages qui nous permettent d'avoir. Dans la vidéo suivante, on verra comment on peut installer des packages, bien sûr, comment on peut se servir des fonctions qui sont déjà implémentées dans des packages. Mais ici, nous, on va voir comment on peut créer des fonctions qui vont permettre de répondre à des besoins particuliers. Alors, il faut juste savoir que une fonction, c'est juste une boîte que nous allons créer qui va prendre en entrée une entrée ou plusieurs et va toujours nous ressortir une sortie qui est unique. Dans cette sortie unique, il peut y avoir plusieurs éléments. On verra plus tard avec quelques détails. Mais il faut juste comprendre que c'est une boîte que nous allons créer qui va prendre une ou plusieurs entrées et nous générer une sortie. Alors, pour faire ceci, on va commencer par créer un nouveau script. Je fais CTRL-SHIFT-N comme d'habitude et je vais faire CTRL-S. Et pour enregistrer le script, là, je viens dans le dossier ici et je vais renommer ceci. Je vais appeler ce script là 05 function. Alors, pour créer une fonction, je vais mettre un commentaire comme d'habitude. Je vais mettre ici create a simple function. Je vais créer une fonction très simple qui va juste afficher mon nom dans la console ici. Alors, pour faire ceci, je vais créer la fonction en commençant par créer fun. Et quand je tape les deux premières lettres, vous allez voir que R sur 2 me suggère. Si vous tapez deux lettres et c'est ne pas suggéré, il faut juste venir ici dans Tools, Global Option, et vous venez au niveau de Code, d'accord? Et vous allez venir au niveau de Completion. Si vous voyez ici 3, je pense par défaut c'est 3, ceci veut dire qu'il faut taper 3 chiffres plutôt, avant, pas 3 chiffres. Ceci veut dire qu'il faut taper au moins 3 lettres avant que l'autocomplétion apparaisse. Moi, j'ai mis ça sur 2. Si vous voulez, vous allez mettre ça sur 2 et vous faites appliquer OK. Alors, donc, si je viens ici, je tape fun et j'exécute ici. Vous allez voir ici, ça, c'est la squelette d'une fonction. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner le nom que je veux que ma fonction ait. Donc, je peux appeler, vu que je veux créer une fonction qui va juste m'afficher et mon nom ici, je vais appeler ma fonction, par exemple, print name. Donc, ma fonction, voici le nom que ma fonction doit avoir. Et ici, c'est les variables. Les variables, on va aller beaucoup plus en détail par la suite. C'est juste des paramètres que je vais fournir ici. Et ces paramètres vont conditionner le fonctionnement que ma fonction va avoir. Par défaut, je vais enlever ceci et je vais juste mettre ici print. Print ici et je vais mettre hello stand. Donc ici, je vais juste exécuter comme ça. D'accord? Donc si je descends, je mets ici print name. Print name. Comme ça, j'exécute ici. Vous allez voir ici, ça fait hello stand. Si je descends, je mets encore print name et j'exécute. À chaque fois, ça va me faire hello stand. Donc ça, je viens de créer juste une fonction qui ne prend ici absolument rien en entrée, mais son action, c'est de m'afficher un nom. Alors, on peut dire, mais afficher un nom qui est statique comme ça, qui n'est pas dynamique, c'est pas trop chouette. Il faut que j'arrive quand même à rendre ma fonction un peu personnalisable. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va toujours garder notre fonction print name ici, mais ce qu'on va faire ici, on va changer un peu l'argument que nous allons le fournir. Du coup, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais faire ici create a function with argument. D'accord? Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste copier et coller ma fonction. Et ici, je vais mettre ici your name. Your name. Donc, la personne est censée fournir son nom. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire hello. Et puis, on va afficher le nom. Pour faire ceci, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser une fonction de base qui existe, qui permet de faire ce qu'on appelle concaténation. Cette fonction va prendre plusieurs éléments et les mettre ensemble. C'est par exemple, je vais descendre ici, je vais vous montrer ceci d'abord. Je vais utiliser la fonction qui est ici, pass. Pass ici peut prendre des entrées telles que hello. Et ici, par exemple, je vais mettre ici 2. Si j'exécute, il va mettre ici hello 2. Donc, on va se servir de pass ici pour faire hello. Et puis, on met ici le nom de la personne. Donc, ici, maintenant, hello, your name. Donc, tout ce que je vais faire, c'est de copier ceci, d'accord, et venir là, et remplacer par tout ce qui est là. Donc, quand la personne va fournir son nom, on va ici hello your name, et la fonction pass là va concaténer pour mettre tous ensemble, et la fonction print là va nous afficher ça dans la console. Donc, j'exécute ceci, tout simplement, et je viens encore ici, je mets ici print. Ici, il aura une petite erreur que je vais recevoir.
Vu que je crée ma fonction et je ne fournis absolument rien, j'exécute ici, j'aurai une erreur, on va me dire que your name, et attention, c'est your name, attention, c'est your name. Je n'ai pas fourni les mêmes éléments ici. J'aurai ici une erreur, on va me dire que, elle me dit que your name n'est pas trouvé, est manqué. Donc, quand vous créez une fonction et vous fournissez un paramètre de base et ce paramètre n'a pas une valeur par défaut, R ne pourra pas deviner pour savoir de quoi il s'agit. Donc, on aura absolument une erreur. Donc, ici, maintenant, je peux fournir un nom. Je vais mettre ici Fabrice. Je mets ici Fabrice. Si j'exécute ici, j'aurai ici Hello Fabrice. Du coup, ma fonction prend intelligemment le nom et concatène avec Hello et m'affiche ce que ça doit afficher. Maintenant, si je veux que ma fonction affiche quelque chose, même si l'utilisateur ne fournit pas son nom, je vais vouloir ici modifier un peu ma fonction. Je vais mettre ici create a function with default argument. Donc, on va fournir un argument par défaut. D'accord? Argument. Et là, je vais encore définir ma fonction que je vais toujours appeler ici print name, qui est beaucoup plus personnalisé et qu'on va plus personnaliser ici. Maintenant, your name ici, qu'elles sont faites? Si je sais que même si l'utilisateur ne fournit pas son nom, la fonction va quand même afficher un nom par défaut, on met égal. Du coup, on précise ce qui va s'afficher ou bien l'argument qui sera utilisé par défaut. Donc ici, maintenant, je peux mettre ici Alice. Et du coup, je vais descendre ici. Je descends ici et je fais comme ça. Je copie, je colle juste et je garde toujours your name. Quand je vais exécuter ceci, je fais ici print name. Si je ne fournis rien, R va utiliser Alice à la place. Du coup, je peux avoir ici hello Alice. Par contre, si je mets ici your name égale Fabrice encore ou bien Georges, quelque chose du genre, Georges, là, il va utiliser Georges que j'ai fourni. Donc là, j'ai créé une fonction à qui j'ai fourni un argument et un paramètre your name. Et ce paramètre a un argument par défaut qui est Alice. Ce qu'il faut comprendre, c'est que avec ceci, je peux encore étendre ma fonction. Au lieu de m'arrêter juste ici, je peux encore créer une fonction, create a function with multiple arguments. Donc, cette fonction peut avoir plusieurs arguments, multiple arguments. Vous n'êtes pas obligé, comme j'avais dit au début, vous n'êtes pas obligé d'écrire les commentaires en anglais. Ça, c'est juste ma pratique, mon habitude. Donc, je vais créer encore une fonction print. D'habitude, je commence par font. D'accord. Je vais créer toujours une fonction qui va s'appeler ici print name. Et ici, je vais mettre ici first name. First name. Donc, la personne va fournir son prénom. Et puis, last name. Son nom de famille, bien sûr, ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Si je viens ici, je vais copier tout ce qui est là et je vais afficher ici juste first name et puis last name. Ici, je vais mettre ici, bien sûr, first name, last name. Comme j'ai dit au début, ou bien j'ai dit tout à l'heure par début, si je fais ceci et j'exécute ici, j'aurai toujours une erreur parce qu'on va me dire que first name n'est pas trouvé. Et puis last name aussi n'est pas trouvé. Mais elle va d'abord regarder le premier argument. Il va me dire que first name n'est pas trouvé. Si je mets ici Fabrice, encore Fabrice, elle va considérer que first name est affiché et est fourni. Par contre, last name n'est pas fourni. Donc, il va m'envoyer encore une erreur que last name n'est pas trouvé. Donc, ici, il faut comprendre que là, même si j'ai plusieurs arguments et puis un argument est fourni, il faudrait que je fournisse absolument le second. Donc, ici, maintenant, je vais faire quoi? Je vais fournir ici explicitement, par exemple, le nom, c'est, je suppose juste que c'est Lio. C'est-à-dire, le nom de famille, c'est Lio. J'exécute ici, je vais ici, hello, Fabrice Lio. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous ne précisez absolument rien et vous fournissez juste les arguments comme ça, elle considère que ces arguments sont fournis exactement dans le même ordre que c'est fourni ici. Donc, si c'est que moi, je pense peut-être que le nom, c'est Fabrice Lio, alors que je fournissais ici Lio, Fabrice, elle ne va pas deviner que ça, c'est nom de famille. Et ici, il va afficher directement, c'est-à-dire il va garder ce ordre-là. Il va considérer Lio comme first name et puis Fabrice comme last name.
Et du coup, quand j'exécute ici, j'aurai ceci. Donc, il est trop pratique aussi quand vous voulez fournir des arguments à une fonction. Il faut préciser le nom du paramètre. Donc ici, c'est bien de mettre ici first name et je mets ici Fabrice explicitement. Fabrice. Et last name ici, je vais mettre l'argument qui correspond à last name qui est ici Lio. J'exécute. Là, il n'y a pas de problème. Donc ici, on voit comment on peut créer une fonction de base qui ne va prendre rien comme en entrée, une fonction à qui on peut fournir une valeur par défaut, ainsi de suite. Ce qu'on va voir par la suite, c'est comment on peut créer une fonction. On va laisser l'affichage de nom, print dans la console là. On va voir comment on peut créer une fonction de base qui peut avoir la possibilité de faire deux choses supplémentaires. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Je viens ici, je vais créer une fonction, create a function with dot. Je vais ici juste dot parce que voilà, je ne sais pas trop comment traduire, mais vous allez comprendre de quoi il s'agit. Alors, pour faire ceci, je vais supposer que je vais créer une fonction qui va prendre en entrée un vecteur de nombre numérique et calculer la moyenne. D'accord? Donc ici, je vais mettre ici custom et min. Donc, une fonction personnalisée qui va calculer, disons, la moyenne de quelque chose. Donc, je vais créer la fonction ici. Je mets fonction. Cette fonction va prendre en entrée x, c'est-à-dire juste une valeur, et puis me retourner la moyenne. D'accord? Min. Me retourner la moyenne. La moyenne de quoi? La moyenne, vous allez voir que ici, min aussi a un argument qui est x. Donc, le x que l'utilisateur va fournir ici sera renvoyé directement à min qui est là. Donc, si j'exécute ceci et je viens là, je vais créer un vecteur. Je vais appeler par exemple ici age et je vais mettre ici age 12 ans, 23 ans, 56 ans et puis 21. Je m'arrête là. Je peux essayer d'utiliser ma fonction custom min là et je vais juste lui fournir age là. J'exécute ici, j'ai l'âge là qui est 28, qui est exactement la même chose que je peux avoir si j'avais utilisé directement la fonction min qui est ici age. Mais vous allez vous demander, mais Stan, à quoi ça sert? Pourquoi ça? On verra plus tard comment on peut utiliser des fonctions de base comme min, médiane ou toute autre chose pour créer des choses personnalisables, des fonctions spécifiques pour un besoin donné. Maintenant, ce que je veux préciser surtout ici, c'est quoi? Vous allez voir que, par exemple, si j'ai ceci, ma fonction custom min là, prend en entrée un vecteur et me retourne ici aussi une moyenne comme la fonction moyenne. Mais ça peut arriver que l'utilisateur va fournir un argument, c'est-à-dire une valeur, j'allais dire, manquante, not applicable, NA là. J'exécute ceci, H, et j'exécute ceci. Vous allez voir que j'ai ici NA. Mais si j'exécute ceci, j'aurai encore NA. Hein. Par contre, la fonction min qui est ici a la possibilité de dire explicitement de supprimer le NA là de notre vecteur avant de faire le calcul. C'est parce qu'il y a ce NA là que R ne sait pas de ce que c'est. C'est pourquoi il m'a retourné aussi NA. Mais dans R ou bien avec la fonction min, je peux mettre ici NA remove true pour dire de me supprimer la valeur manquante là avant de m'appliquer, avant de calculer la moyenne. True. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire aussi avec ma fonction? Déjà que ma fonction custom min utilise aussi la fonction min, mais n'a pas encore cette possibilité de faire tout ce que min peut faire. On va étendre la fonctionnalité de cette fonction, d'accord, en faisant virgule juste 3 points. 3 points veut dire toute possibilité de choses qu'on peut avoir, que nous allons vouloir hériter d'une autre fonction. Et du coup, qu'est-ce que je vais faire? Quand je vais rentrer dans la fonction min ici aussi, je vais faire virgule min et 3 points. Donc ici, c'est ça qu'on appelle dot. Je ne sais pas trop comment traduire ça en français. Mais si l'utilisateur veut fournir n'importe quelle chose, n'importe quel argument, et cet argument est supporté par la fonction min, cet argument va passer directement là. Du coup, quand je vais venir, si j'exécute ceci, je mets à jour, je casse ceci, j'exécute, j'aurai toujours NA. Par contre, si je viens ici, dans la fonction ici, je peux aussi mettre ici NA remove égale à true. Et du coup, ce NA remove qui est ici et de ma fonction custom là, sera passé dans la fonction min qui est ici. Et du coup, j'aurai le même comportement que le min et la fonction min de base. Donc ça, c'est juste pour préciser comment on peut créer une fonction qui va hériter des arguments d'une autre fonction. Ça, c'est un. On va essayer de voir comment on peut étendre d'autres choses, c'est-à-dire créer une fonction personnalisable. Par exemple, je vais créer une fonction create a function to calculate, par exemple, to calculate
calculate. Par exemple, indice de masse corporelle. Je pense, pour traduire en anglais, ça devrait faire fonction ici. Et to compute, ou to calculate, je vais mettre ici body, je pense que c'est ça à faire. Body mass index. Body mass index. D'accord, on va créer une fonction qui va calculer l'indice de masse corporelle. Pour rappel, je vais commencer d'abord par créer la fonction et je vais appeler ici body mass index BMI. Voilà, je vais traduire comme ça ou bien abréger comme ça. Donc ici, j'ai BMI qui est body mass index. Et pour rappel, l'indice de masse corporelle, pour calculer, ça fait normalement le poids sur la taille au carré. Voilà. Donc ici, cette fonction doit absolument avoir deux entrées. Le poids. Donc ici, maintenant, je vais demander à l'utilisateur de fournir son poids, weight, d'accord, et la taille, height. Et cette fonction, qu'est-ce que nous allons faire avec cette fonction? On va prendre le poids que l'utilisateur nous a fourni, divisé par la taille au carré. Divisé par la taille au carré. D'accord? Et pour mettre au carré, je vais mettre à sens circonflexe comme ça, 2. Ou carrément, je vais mettre ici et astérisque, astérisque. Et je vais mettre ici 2. Les deux sont valables. Ici, la taille au carré. Donc, c'est tout. Je vais exécuter ceci. Donc, je vais exécuter ma fonction. Je vais mettre ici et je vais fournir le poids. Le poids, d'accord, je vais dire que le poids, par exemple, c'est 67 kg. Je suppose que c'est le kilo. On va voir après comment on va fournir, on va rendre cette fonction beaucoup plus intéressante, ou bien beaucoup plus intelligente pour prendre en main les données correctement. Donc, pour le moment, je suppose que c'est juste ça. Donc, j'ai ici et le poids qui est fourni et je vais demander ici la taille. D'accord, la taille, je vais supposer que c'est 1,6 mètres. J'exécute ici. Là, nous avons l'indice de masse corporelle. D'accord? Mais ce que je tiens à préciser, c'est que ça peut arriver, l'utilisateur va fournir ici une taille, ou bien un poids et une taille, mais nous, on ne sait pas trop quelle est l'unité que l'utilisateur a fourni réellement. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de personnaliser un peu notre fonction qui est ici, hein, et on va étendre, par exemple, ici, on va mettre ici l'unité, unit, d'accord? Et on va supposer par défaut que l'utilisateur a fourni et l'unité de la taille, hein, a fourni est en mètres. D'accord? Je vais venir ici, je vais mettre la même chose pour le poids. Je suppose que le poids unit est égal à aussi à le poids est égal à ou bien l'unité du poids hein, est en kilogrammes. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Je viens là. Qu'est-ce qu'on va faire? Ici, je suppose que les unités sont correctement fournies comme ça. Mais ça peut arriver que l'utilisateur, les données que l'utilisateur a en main, peut-être le poids ici, c'est en grammes et la taille ici, c'est en centimètres. Ce que l'on va faire ici, on va essayer de procéder de façon intelligente, de sorte que si l'utilisateur ne fournit pas un argument précis pour ce qui est ici, on va retourner un message dans la console ou bien un avertissement dans la console pour lui dire que oui, on n'a pas fourni tel argument et du coup, on a utilisé telle chose à la place. Donc, comment nous allons faire ceci? Pour faire ceci, on va dire, OK, au lieu de mettre ceci, le poids sur kilogramme par défaut et la taille sur mètre par défaut, nous allons mettre des valeurs nulles, par exemple, nul. Nul pour dire rien, rien et ça n'existe pas. Nul. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici, on va dire if. D'accord? On a déjà vu les conditions if. Si vous n'avez pas encore suivi cette vidéo sur les conditions, allez regarder. D'accord? Donc, if, si l'utilisateur ne fournit pas une valeur, un argument pour ce qui est ici, c'est-à-dire si l'utilisateur laisse ceci par défaut, donc pour vérifier ceci par défaut, c'est nul. D'accord? Maintenant, pour vérifier que quelque chose est nul, on va utiliser la fonction isNull. D'accord? Pour dire c'est nul. Là, je vais mettre ici isNull weight. Ceci va évaluer si null et weight unit, c'est-à-dire l'unité du poids, est égal à nul. Si c'est nul, on va afficher un message ici, et un avertissement, pas un message, je préfère un avertissement. Donc, ici, un warning. Et qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, bon, un petit message, on va dire, we use, or, on va dire ici, je ne sais pas trop ce qu'il faut me dire rapidement, on va dire, kilomètre, bien, kilogramme,
is used as a weight. Voilà, as weight unit. Donc, si l'utilisateur ne fournit pas, ceci, c'est ce qu'on va dire. On va faire la même chose pour le poids. Si l'utilisateur ne fournit pas l'unité du poids, on va dire que meters is used as a height unit. Donc, on a utilisé le mètre pour comme l'unité comment je vais dire, comme l'unité, voilà. Donc, ce qu'on va faire ici, je vais venir juste en bas là et je vais exécuter ma fonction et je ne précise absolument rien. Je vais mettre ici body mass index et je vais juste mettre les arguments. Par exemple ici 56 kg et puis je vais mettre ici 1,3. J'exécute ici. Vous allez voir ici que j'ai les deux arguments et les deux avertissements qui me sont affichés. On va dire que avertissement dans ma fonction kilogramme est utilisé parce que je n'ai rien fourni. Par contre, si je mets ici unité bien 8 units est égal à, par exemple ici, kilogramme. Vous allez voir que là, unité n'est plus nulle, comme j'ai précisé par défaut ici. Et du coup, cette condition nous a plus évalué. Donc, la fonction va quitter, ne va pas exécuter cette partie et plutôt envoyer l'avertissement à ce niveau seul. J'exécute ici, donc j'ai un seul avertissement. Si je fournis aussi l'unité pour la taille, je mets ici par exemple mètre. Là, l'argument est supprimé des deux côtés. Sauf que, arrivé à ce niveau, j'ai fait les choses juste que je n'ai pas encore pris en main, en réalité, comment va agir l'unité de la taille et l'unité du poids. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On va venir ici. On va essayer de faire un petit réglage pour changer, pour personnaliser le nom ou bien les arguments que l'utilisateur va fournir. On va vérifier ici si l'argument n'est nul, et si l'argument hit unit n'est pas nul, ça veut dire que l'utilisateur a fourni quelque chose. On va vérifier d'abord si au moins ce qu'il a fourni se trouve dans la liste de ce que nous devrons avoir normalement. Donc, on va dire par exemple si l'utilisateur, par exemple ici, je suppose que l'argument se trouve si on veut vérifier qu'un élément se trouve dans un autre élément, on met ici l'élément qui nous intéresse et on met pourcentage in, pourcentage. Et je vais mettre ici les éléments que je veux. Vu que ici c'est poids, je vais mettre ici kilogramme, d'accord? Et puis ici gramme. Donc, c'est une façon de vérifier juste est-ce que ce que l'utilisateur a fourni comme argument là se trouve dans cet élément. Si ce n'est pas dedans, on va afficher une erreur. Donc, on va afficher ici, pour inverser la condition. Ça, c'est quand l'unité se trouve dans ce vecteur-là. Si ce n'est pas dedans, pour inverser, on met ici point d'exclamation. D'accord? Donc, ici, maintenant, tout ce que je suis en train de faire ici, c'est de vérifier si l'argument que l'utilisateur a fourni ici se trouve dans cette liste-là. Si ce n'est pas dedans, je vais mettre ici une erreur. Je vais mettre ici stop. Et je vais dire ici argument, ou bien weight, voilà. Weight unit must be kilogramme or gramme. D'accord? Ça, c'est juste un exemple. Je vais faire la même chose pour le second élément, le second paramètre. Et ici, c'est plutôt height. Donc, si l'unité de taille que l'utilisateur fournit n'est pas en centimètres ni en mètres, là, on va lui dire que non, que la taille doit être en kilos et en centimètres ou en mètres. C'est aussi simple que ça. Donc, je vais venir ici et je vais fournir ici, par exemple, l'argument là, et au lieu de mettre kilogramme, je vais mettre ici kilo GG. Je vais exécuter. Donc, ma fonction doit normalement être bloquée ici parce que j'ai fourni une unité de poids qui ne se trouve pas dans la liste normale. D'accord? Donc, j'exécute, j'ai fait ceci. J'ai ici l'erreur qui est affichée weight unit must be kilogramme or gramme. Donc là, vous voyez, quand nous créons des fonctions, ou bien quand nous utilisons des fonctions, il y a une erreur qui apparaît. C'est parce que le développeur a implémenté des choses qui vous bloquent en même temps si une condition n'est pas remplie. Maintenant, jusque-là, c'est très bien. J'ai fourni des choses, un avertissement. J'ai créé une fonction qui envoie un avertissement. J'ai créé une fonction qui bloque automatiquement si une condition n'est pas remplie. C'est-à-dire quand l'unité correcte n'est pas fournie. Mais sauf que jusque-là, je n'ai pas encore pris en main correctement ces unités-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici, je vais dire si,
par exemple, je vais changer l'argument. Si l'argument fourni par l'utilisateur est égal, par exemple, à gramme, là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le poids qui m'est fourni ici, là. Le poids qui m'est fourni ici. D'accord? Et je vais dire que ça est égal à encore au poids, c'est-à-dire j'ai juste repris ce que l'utilisateur a fourni ici, écrasé. Et je vais dire que ça fait ce qu'il m'a fourni divisé par 1000 pour convertir ça en kilogrammes. C'est aussi simple que ça. Je vais faire la même chose encore pour la taille. Donc, je vais dire juste ici, si l'utilisateur me fournit un argument, d'accord, me fournit un argument qui est ici la taille. Si la taille est égale à centimètres, par exemple, là, je vais prendre la taille que l'utilisateur m'a fournie là et je vais dire que la nouvelle taille, c'est-à-dire l'unité de la nouvelle taille, est égale à la taille fournie divisé par 100 pour quitter centimètres pour mètre. Et du coup, une fois que j'ai les valeurs converties ici, ces valeurs-là seront utilisées. Si aucune de ces conditions n'est remplie, si l'utilisateur n'a pas fourni grammes ici, ni et centimètres, ça veut dire que c'est plutôt kilogramme ou bien mètre. Si ce n'est pas l'un des cas là, déjà préalablement, il y aura une erreur qui va surgir ici. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand nous créons une fonction, ce qui est pratique, on retourne la valeur et on précise ceci explicitement avec la fonction clé qui s'appelle ici return. Donc, tout ce qui est ici, c'est normalement notre valeur. Je peux appeler ça ici value. D'accord? C'est notre valeur qui nous sera retournée. D'accord? Et je vais dire à R ici, attention, j'ai exécuté par erreur. Je vais mettre ici return de me retourner la valeur là, value. Et c'est tout. Donc, je vais exécuter ceci et puis arriver à ce niveau, je vais changer ceci en centimètres et en grammes plutôt. Et ceci, je vais mettre en centimètres. Je vais changer aussi les valeurs en conséquence. Je vais mettre ici, par exemple, 600, ou bien, voilà, je vais mettre ici 6500 grammes. Et ici, je vais mettre ici 130 centimètres. Quand je vais exécuter ceci, ça doit me renvoyer exactement ce qu'on a vu tout à l'heure avec, voilà, avec grammes, et kilogrammes et mètres plutôt par défaut. Parce que j'ai déjà pris en main la gestion là. Je vais exécuter, on va voir. Alors, il y a une petite erreur. Arrivé à ce niveau, vous allez voir que j'ai ici 38 et 3,8 et le problème c'est à ce niveau. Je dois fournir normalement ici 6500, d'accord, 6500 converti en kilogrammes, c'est trop petit. Je disais ce qui est ici parmi, ça fait 6, et quelques. Donc, je dois aller peut-être par exemple à 65 000, voilà, pour pouvoir trouver la taille là en kilogrammes correctement. Donc, j'exécute ce qui est ici, on aura la même chose, voilà. Alors, une dernière chose qu'il faut absolument connaître sur les fonctions, c'est les environnements. Ou ici, je vais beaucoup plus parler de scope. Je vais descendre ici, je mets un autre commentaire, je mets ici scope. D'accord? Scope. Et je vais partir d'un exemple pour être beaucoup plus explicite. Je vais créer une fonction que j'ai appelée juste myPhone parce que je veux juste montrer quelque chose. MyPhone. Et voilà, je crée la fonction comme ça. Je prends par exemple ici x plus 1. Juste comme ça. Et j'exécute. D'accord? Et puis je descends ici. J'appelle ma fonction comme ça. J'ai une erreur. R me dit qu'il ne trouve pas l'objet x et c'est normal. X ne se trouve nulle part. Par contre, si je descends ici, je mets ici x, je crée un objet x, j'assigne la valeur 3 et j'appelle encore ma fonction myPhone. Là, R me retourne le x là qui est ici, plus 3. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand nous appelons une fonction, la fonction va voir, ok, quelles sont les variables dont j'ai besoin. Et cette fonction va chercher ces variables à l'intérieur de son environnement. Quand elle ne va pas trouver à l'intérieur de son environnement, elle va remonter pour venir ici, pour chercher dans l'environnement global. C'est la même chose quand j'ai une autre fonction, j'allais dire, je vais mettre ici une autre fonction que je vais appeler par exemple xy, d'accord, une autre fonction xy, fonction. Je vais mettre ici, je ne mets rien, d'accord, et je vais mettre ici y, plus ça, par exemple ici 2. Et ce que je veux par exemple ici, c'est que ma fonction va me retourner complètement, va me retourner. Je viens ici par exemple, je supprime ce qui est là, x plus 1, plus maintenant ce que me retourne cette fonction-là, xy, tout simplement comme ça. Voilà.
Qu'est-ce qui va se passer ici? Jusqu'à présent, je n'ai pas encore défini aussi une variable xy. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Et une variable plutôt y. La fonction myFound, quand je vais l'appeler, elle va chercher d'abord x. Quand elle ne va pas retrouver x ici, elle ne va pas chercher à revenir ici, hein, parce qu'elle ne peut pas rentrer dans une autre fonction, non. Donc, elle va quitter carrément ici cet environnement et venir dans l'environnement global ici, et où elle va trouver xy. Cependant, quand nous allons vouloir appeler la fonction xy qui est ici, la fonction xy ne va pas retrouver directement y, non plus, hein, y à l'intérieur ici. Donc, elle va venir ici. Quand elle va venir ici, elle ne va pas trouver, elle va venir lui aussi dans l'environnement global. Donc, quand je vais exécuter, j'aurai la même erreur précédemment et comme l'erreur précédente là, comme pour y. Donc, je vais exécuter ça, on va voir. Je mets à jour ma fonction. Là, j'ai ici y not found. Donc, si je fais la même chose, je mets ici y. Avant de faire ça, je vais venir ici mettre y, vous allez voir, y. Je mets ici y, par exemple 2 ici. Là, quand la fonction xy ne va pas trouver y ici, elle va remonter pour venir dans le scope de sa fonction, de sa mère. Voilà un peu. Donc, c'est quand elle va exécuter, elle va chercher aussi dans cet environnement, elle ne va pas retrouver, qu'elle va remonter complètement pour arriver à chercher dans l'environnement global ici. Donc, j'exécute ici, et puis j'exécute ma fonction. Là, j'ai la sortie. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre au niveau des fonctions. Pour définir des variables, ou bien pour définir des fonctions, il faut être sûr que votre fonction a utilisé exactement les arguments qui lui sont fournis à l'intérieur. Il n'est pas bien que la fonction vienne chercher des variables à l'intérieur de son environnement, de son scope. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que nous pouvons aussi travailler sur des fonctions qui vont nous retourner des éléments qu'on peut accéder à l'extérieur de son environnement. Au lieu d'appeler une fonction qui est ici, qui va faire ce travail, par exemple, je peux arriver à ce niveau, je vais dire que il faut me retourner plutôt ici y, juste un exemple, à titre illustratif, il faut mettre ici y, il faut me retourner y, la valeur de y qui est ici, il faut me retourner y plus, voilà, y qui est là, plus 3. Donc tu peux prendre le y qui est ici, ou carrément, je ne vais même pas procéder comme ça, je vais dire, ok, il faut prendre la valeur de xy qui est ici, là. Et tu me fais plus 3 et tu me retournes dans l'environnement global. Là, c'est que je vais quitter l'environnement de la fonction pour créer un objet dans l'environnement global. Et pour faire ça, au lieu de mettre ici une flèche d'association simplement comme ça, on met double signe d'inférieur, comme ça. D'accord? Et puis quand je vais exécuter ceci maintenant, elle va me créer un objet y qui va apparaître dans mon environnement ici, qui aura pour la valeur du calcul de la sortie de xy plus 3 là. Donc je vais exécuter ceci et j'exécute ici. Vous allez voir que ici j'ai un objet y qui est créé dans mon environnement. C'est pratique, c'est moins recommandé. Voilà, quand nous voulons créer, créer des projets, peut-être des packages. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce sont des pratiques qui ne sont pas recommandées. Il ne faut pas créer des objets dans l'environnement comme ça. Donc c'est juste ici une explication que je vous donne. Je répète encore, pour créer des fonctions, faut tout faire pour que les éléments dont votre fonction a besoin soient dans son scope, dans son environnement. C'est pas bien que la fonction vienne chercher les éléments à l'extérieur pour faire des opérations. Donc voilà, c'est tout ce qu'il faut comprendre au niveau des fonctions et je vais m'arrêter là pour ce qui concerne la création des fonctions. Il y a beaucoup de choses qu'on peut avoir, mais il n'est pas question ici et d'ailleurs il n'est pas possible de pouvoir montrer toutes les possibilités de fonctions qu'on peut créer. C'est pas le cas, mais tout ce que vous avez vu jusqu'à présent va vous aider largement à créer des fonctions de façon beaucoup plus particulière ou bien de façon beaucoup plus personnalisée.